Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire AWS de rentrée. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes en pleine forme pour attaquer la rentrée. Donc au programme aujourd'hui, DynamoDB, vaste sujet dont nous n'avions pas encore parlé. Au programme, comme d'habitude, deux webinaires. Un premier webinar qui sera une introduction à DynamoDB. On parlera évidemment des features, on parlera de cas clients, on rentrera un petit peu dans les détails des tables, et puis on parlera surtout des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties sur DynamoDB. Peut-être vous ont-elles échappé, vous verrez, il y a des choses assez intéressantes. Et puis dans le deuxième webinar, aucune slide, ça c'est la bonne nouvelle. On fera une session 100% code, où on explorera l'API de DynamoDB. Alors en l'occurrence, ça sera l'API Java, mais bon, rassurez-vous, pas besoin d'être un spécialiste Java. Si vous connaissez bien un autre langage, vous n'aurez aucune difficulté à suivre. L'essentiel étant vraiment de comprendre la logique de l'API et comment effectuer les principales opérations, créer une table, créer un index, requêter, etc. etc. Ok ? Très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer donc par cette introduction à DynamoDB. Donc voici le programme. Un rapide rappel sur les bases de données relationnelles et les bases de données non relationnelles, pour peut-être justifier, expliquer un peu en quoi on a été amené à construire un système et une base comme DynamoDB. Ensuite, on parlera des principales fonctionnalités de DynamoDB et de ses avantages pour vous. Nous balayerons quelques cas clients qui vous donneront une rapide idée de ce que certains de nos clients, pour certains de gros clients, ce qu'ils font avec DynamoDB. Ensuite, on parlera des tables. Qu'est-ce que c'est qu'une table DynamoDB ? On parlera des index secondaires, qui est une notion très importante dans DynamoDB, un petit peu plus compliqué, mais on prendra le temps d'expliquer tout ça. Et puis comme je vous le disais à l'instant, on parlera ensuite de 4 nouveaux features qui sont sortis pour certains très récemment, il y a même à peine quelques jours, à savoir donc le time to leave, la capacité à faire expirer des items dans une table pour la nettoyer, l'autoscaling, qui un peu à l'image de ce qu'on fait sur EC2 va permettre d'adapter la capacité de DynamoDB au trafic. Un nouveau service vraiment révolutionnaire qui s'appelle DAX, qui vous permet de créer des clusters de cache et de les intégrer de manière extrêmement simple devant vos tables DynamoDB pour atteindre des niveaux de performance vraiment extraordinaires. Et puis un dernier feature qui est littéralement sorti depuis quelques jours, qui sont les endpoints pour DynamoDB. Voilà. J'en parlerai évidemment plus en détail tout à l'heure. Commençons donc par une rapide présentation des bases de données relationnelles et non relationnelles. Alors, les bases de données relationnelles, vous les connaissez, j'imagine, on apprend tous ça à l'école ou plus tard même. Donc les bases de données traditionnelles s'appuient sur des relations entre tables. Elles s'appuient sur un langage de requête qui est SQL. Un langage qui est standardisé depuis bien longtemps. On a la capacité à faire des jointures entre les tables, on a la capacité à définir des contraintes d'intégrité avec des clés, etc. etc. Voilà, donc tout ça marche très bien. Néanmoins, on a cette contrainte qui est à la fois une force et qui dans certains cas peut devenir une faiblesse, d'avoir besoin donc d'un schéma, d'avoir besoin d'une structure clairement définie pour stocker les données. Et à défaut de respecter cette structure, eh bien, évidemment, on ne peut pas stocker les données dans la base. Dans le NoSQL, on fait, essentiellement pour des raisons de scalabilité, on va faire le choix de s'abstraire de cette contrainte de structure. Donc on va s'autoriser à stocker des éléments qui pourront avoir une structure différente entre eux. On va s'autoriser finalement à casser les liens entre les tables, on va s'autoriser à dénormaliser, etc., etc.
vraiment majoritairement pour le bénéfice de la scalabilité et de la performance. Alors quand on veut scaler une base SQL, on va commencer par généralement créer un serveur primaire, donc qui va être le serveur qui va évidemment recevoir les écritures, qui va être le serveur actif. Et puis bien souvent, dans des architectures classiques, que ce soit MySQL ou SQL Server ou d'autres, on va avoir un serveur secondaire qui va recevoir une réplication synchrone le plus souvent des écritures qui sont faites sur le primaire. Et sur ce serveur secondaire, on va pouvoir faire des lectures. Donc on va pouvoir décharger le primaire de l'activité de lecture et créer comme ça, alors ce qu'on appelle des read replicas dans MySQL, et qui sont donc des copies finalement du serveur primaire qu'on va réserver à telle ou telle application ou lecture. Donc ça c'est très bien, ça permet de régler un certain nombre de problèmes de scalabilité. Néanmoins, si la charge en écriture augmente, si le trafic augmente et que votre volume d'écriture augmente, vous n'avez d'autre choix que de faire du scale-up, donc de déployer une instance ou un serveur plus gros pour le primaire et généralement aussi pour le secondaire. Il est courant que les deux doivent croître de concert. Donc c'est une architecture qui marche très bien, qui est connue, qui est maîtrisée depuis longtemps. Ceci dit, vous vous doutez bien du problème, on arrive toujours à un point où la taille du primaire ne suffit plus. Et il arrive un moment où il n'y a pas de plus gros serveur. Donc vous épuisez finalement la gamme de votre constructeur favori et vous n'arrivez plus à encaisser la charge sur un seul serveur. Alors si vous voulez persister dans des modèles relationnels, vous pouvez faire du sharding, vous pouvez découper votre schéma, avoir plusieurs serveurs primaires avec eux-mêmes plusieurs serveurs secondaires, etc. Mais pour ceux qui ont eu l'occasion de pratiquer la chose, le sharding est quelque chose de délicat, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui nécessite le plus souvent une réécriture importante, ou en tout cas qui a un impact important sur l'applicatif. Donc, bon, il arrive un moment où finalement l'architecture traditionnelle, confrontée à des charges importantes, ne répond plus bien aux besoins et on va avoir tendance à se tourner vers d'autres solutions. Dans le cas du NoSQL, on va avoir une approche totalement différente. On va avoir une approche de scale-out qui est rendue possible par le fait qu'on a relaxé ces contraintes transactionnelles, ces contraintes de relationnelles, les contraintes d'intégrité, de consistance, etc. Et donc ça nous permet d'utiliser un grand nombre de nœuds qui vont pouvoir être finalement des petits nœuds. Et donc on va pouvoir étaler le trafic sur un très grand nombre de nœuds. Et donc on va régler ainsi le problème de l'accroissement de la charge. Non plus en essayant d'aller chercher le plus gros serveur avec le plus de disques, le plus de RAM, etc. Mais tout simplement en continuant à rajouter des petits serveurs, en continuant à partitionner, à découper les données et à les étaler sur un grand nombre de petits serveurs commodity, peu coûteux, qui chacun seront responsables d'un fragment de la base. Donc ça c'est vraiment une des grandes différences entre les deux architectures. Et on voit bien que finalement dans le monde du web, où on est confronté à des trafics généralement importants et surtout imprévisibles, avec une forte variabilité, avec des pics de trafic, avec des choses vraiment bien plus agressives que, on va dire, du trafic d'entreprise sur une base traditionnelle où on va faire du reporting à heure fixe, etc., etc. Eh bien, quand on est confronté à ces charges-là, ces charges web, on va avoir tendance à se tourner vers des technos dites NoSQL. Alors, pardon, j'en ai parlé tout à l'heure, la deuxième grosse différence, c'est vraiment la façon dont les données vont être organisées. Donc à gauche, une organisation typique avec un schéma, avec des données normalisées. Donc on va se battre pour ne pas dupliquer l'information, ou on va définir des relations entre tables, on va définir des contraintes d'intégrité avec des clés, etc., etc. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Et en revanche, à droite, donc un schéma similaire en NoSQL, où cette fois, on va complètement casser les relations,
On va dénormaliser. Par exemple, vous voyez que le product ID, eh bien, cette fois, finalement, il est présent dans les 3 tables à droite. Là où à gauche, eh bien, il n'est présent que dans la table produit. Donc on va s'autoriser de la duplication de données, on va s'autoriser tout un tas de choses comme ça qui étaient impensables dans le monde relationnel et dans le monde SQL. Tout simplement parce que ça va nous permettre de requêter plus vite, de ne pas avoir à parcourir des relations entre tables et de trouver l'information à un seul endroit, de faire des requêtes sur plusieurs nœuds en parallèle, etc. etc. Donc on relaxe tout un tas de contraintes pour augmenter finalement la capacité de la base à encaisser du trafic et à répondre rapidement. Ce qui, une fois de plus, dans le monde du web, est une problématique à peu près universelle. Donc, pour résumer rapidement sur ces sujets, le SQL optimise le monde du SQL et le monde relationnel. Il est optimisé pour le stockage, on essaie de ne pas dupliquer l'information. On a de la donnée qui est normalisée. On a des relations entre les tables. On va faire des requêtes qui sont adaptées à l'application. On va faire du scaling vertical, donc en mettant de plus gros serveurs. De manière générale, on va pouvoir effectuer de gros traitements type OLAP sur ces bases de données. Bien sûr, on peut aussi faire du transactionnel jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain niveau de trafic. Dans le monde du NoSQL, on optimise pour le compute, c'est-à-dire pour la rapidité, pour avoir le temps de réponse le plus faible. On accepte de dénormaliser de l'information, on accepte entre guillemets de gaspiller du stockage, d'avoir la même information à plusieurs endroits. On va utiliser des vues, on va scaler horizontalement. Et surtout, et pourquoi on fait tout ça? Finalement, on fait tout ça pour pouvoir avoir le maximum de débit sur la base, le maximum de requêtes par seconde, sachant qu'avec DynamoDB, on peut monter à des chiffres vraiment astronomiques de centaines de milliers, voire de millions de requêtes par seconde sur la même table, ce qui est un peu compliqué à faire dans le monde traditionnel. Et donc l'objectif de DynamoDB, c'est ça. Hein. Donc DynamoDB, c'est une base NoSQL, évidemment, vous l'avez compris. Entièrement managé et dont le seul objectif est de vous permettre de vous concentrer sur finalement ce qui compte pour vous, c'est-à-dire sur votre business, sur votre qualité de service et pas sur la gestion de la base, pas sur l'administration de la base, pas sur l'infrastructure nécessaire pour faire tourner votre base. Et donc les principales qualités de DynamoDB sont la scalabilité, on va en parler, la performance et surtout la performance prévisible. Ce qui est un point important, c'est-à-dire que malgré des pics de trafic importants, DynamoDB va s'adapter et va maintenir une latence quasi constante. Évidemment, la sécurité, qui est toujours notre obsession. La haute disponibilité, qui est un vaste sujet aussi pour les bases de données. L'administration, enfin, la capacité à gérer la base et à l'optimiser quand c'est nécessaire. Et puis, la capacité à l'intégrer avec les outils de développement d'AWS. Alors, qu'est-ce que j'entends par base managée? Imaginons ici que vous ayez une base qui soit installée sur un de vos serveurs. Vous devez remplir l'intégralité de ces tâches. Donc, vous devez gérer l'hébergement du serveur, vous devez gérer la maintenance du serveur, la maintenance matérielle, vous devez gérer l'OS, son installation, les patchs, la sécurité, etc. Idem pour la base. Vous devez l'installer, vous devez la patcher, etc. Et vous devez gérer vos backups. Et puis, vous devez gérer des contraintes comme la haute disponibilité, le scaling, l'optimisation, etc. Donc, c'est un travail à part entière. Et généralement, ça va même nécessiter l'intervention de plusieurs personnes et de plusieurs équipes différentes. Si vous déployez votre base de données dans EC2, il y a une partie du travail dont vous allez être libéré. Donc la partie infrastructure, la partie OS, si vous utilisez EC2, tout ça va être fourni pour vous. Voilà, en revanche, je ne reviens pas sur le modèle de sécurité partagé, on a déjà eu l'occasion d'en parler, vous restez responsable du patching de l'OS, de l'installation de la base, etc., etc. Des backups et toute la partie applicative. Donc si vous voulez installer MySQL ou Postgre ou MongoDB ou que sais-je dans une instance EC2, ok, on va vous libérer d'une partie du travail, mais il en reste quand même encore pas mal.
Quand on utilise DynamoDB, vous voyez que quasiment l'intégralité du travail va être fait pour vous. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'optimiser l'application, d'optimiser la façon dont l'application va utiliser la table, en rajoutant par exemple des index ou en optimisant l'écriture des requêtes ou la façon dont vous lisez ou vous écrivez dans la base, etc., etc. Mais littéralement tout le reste est fait pour vous et c'est complètement transparent. Donc ça vous permet, vous voyez, vraiment de vous concentrer et de réallouer les ressources sur ce qui compte vraiment pour vous, c'est-à-dire le développement de votre produit, la gestion de vos propres clients et pas sur la plomberie. Donc vraiment, finalement, DynamoDB est à peu près au même niveau d'abstraction que S3 pour le stockage. C'est vraiment un service qui vous décharge de quasiment la totalité de la gestion. Voilà. Bien sûr, l'application, c'est la vôtre et il vous reste un peu de travail, heureusement. Alors, regardons un petit peu la performance. Un des points vraiment essentiels de Dynamo, c'est la capacité à maintenir une latence constante, donc que ce soit en lecture ou en écriture, lorsque le trafic varie. Et on sait que c'est un point vraiment souvent difficile dans les bases de données. C'est le dimensionnement de la base en fonction du trafic entrant. Donc on va avoir par exemple plein de serveurs web en entrée, et puis à un moment ou un autre, ils vont venir taper sur une base. Voilà. Et là, si vous avez un pic de trafic sur le web et que ça doit générer une tonne d'écriture, vous pouvez avoir un grand moment de solitude. Avec DynamoDB, dans les limites qu'on verra tout à l'heure, vous restez à des niveaux de latence qui sont quasiment constants. Et vous verrez dans la documentation ce terme de single digit latency, qui veut dire qu'en gros, la latence moyenne d'une écriture dans DynamoDB, c'est inférieur à 10 millisecondes. Okay, single digit. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel et une tranquillité d'esprit pour les développeurs d'applications. L'autre point vraiment important, c'est bien sûr la haute disponibilité. Donc lorsque vous écrivez dans une table Dynamo, les données vont être répliquées en permanence, en continu, sur 3 zones de disponibilité. Et elles sont persistées sur disque via des nœuds particuliers et une infrastructure de stockage dédiée à DynamoDB sur SSD. Donc vous connaissez l'architecture des régions maintenant, les multiples zones de disponibilité. Ici on voit 3 zones de disponibilité, chacune va disposer d'infrastructures dédiées pour DynamoDB. Et lorsque vous écrivez dans vos tables, eh bien, les données vont être répliquées automatiquement sur les 3 zones de disponibilité. Et comme vous le voyez ici, on a conçu DynamoDB pour être disponible au minimum 99,99% du temps. Pour ce qui est de la lecture, vous avez le choix de faire des lectures fortement cohérentes ou éventuellement cohérentes. Ça, c'est un choix que vous ferez en fonction des contraintes de votre application. On vous laisse ce choix-là. Mais dans les deux cas, il n'y aura pas de contrainte de latence. Vous aurez les mêmes performances que vous fassiez de l'éventual consistency ou de la strong consistency. Okay, ce qui va différer, c'est la capacité de lecture que vous allez consommer. Lorsque vous faites des lectures fortement cohérentes, vous allez consommer plus de capacité de lecture que si vous faites des lectures eventually consistent. Okay, on va en reparler tout à l'heure. Combien coûte DynamoDB? Alors DynamoDB, comme la plupart des services AWS, dispose d'un free tier. Donc vous pouvez utiliser jusqu'à 25 gigaoctets de stockage et jusqu'à 25 lectures et écritures par seconde. Au-delà, eh bien, vous payez en fonction de 2 critères. Vous payez en fonction de la capacité de données qui est stockée dans Dynamo, donc 25 cents par giga par mois. Et puis vous payez en fonction de la capacité de lecture et de la capacité d'écriture que vous avez provisionné. On va voir exactement ce que ça veut dire tout à l'heure. Lorsqu'on crée une table, on va indiquer à DynamoDB quel est finalement le débit en lecture et le débit en écriture qu'on attend au maximum sur cette table. Et évidemment, le but du jeu va être d'utiliser le moins possible pour minimiser le coût, mais on pourra faire évoluer cette capacité au fil du temps. Et maintenant, avec l'autoscaling, on pourra même la faire évoluer automatiquement, mais on va y revenir. Okay.
Donc vous voyez, voilà, pour 25, à partir de 25 cents par giga par mois, vous disposez d'une base de données NoSQL performante, super scalable et qui vous laisse dormir la nuit, puisque finalement toutes les tâches d'infrastructure et d'administration sont automatisées et vous sont épargnées. Alors que font nos clients avec DynamoDB? Regardons quelques exemples. Alors, vous savez sans doute que finalement le premier client de Dynamo, ça a été Amazon. Alors il y a une petite anecdote qui remonte à 2004, où donc le site Amazon.com utilisait à l'époque des clusters Oracle pour la plupart des fonctionnalités du site, et en particulier pour l'ajout au panier, qui, vous l'imaginez, est une fonction un peu critique pour un site e-commerce. Et la techno d'Oracle a atteint ses limites, et ça a causé un certain nombre d'incidents et de problèmes de disponibilité à Amazon.com, qui en 2004 était déjà un très gros site e-commerce, si vous vous en souvenez. Et donc le choix qui a été fait par les équipes d'Amazon à l'époque a été de dire il n'y a finalement aucune techno aujourd'hui qui nous permet d'encaisser la charge qu'on subit au jour le jour, et a fortiori la charge à venir. Donc on va concevoir notre propre base de données. Et donc ça a donné lieu à Dynamo, donc, qui s'appelait Dynamo à l'époque et pas DynamoDB, donc qui était une base de données NoSQL de type key-value, donc base de données distribuée, et qui a été développé en interne par Amazon, et donc qui a progressivement remplacé les systèmes antérieurs. Je vous incite très fortement à lire cet article, vous le trouverez partout sur le web. Il est co-signé par Werner Vogels, qui était à l'époque le CTO d'Amazon, et par d'autres brillants ingénieurs. Vraiment, c'est un article de référence sur les bases NoSQL. Et au fil du temps, Dynamo a évolué, et lorsqu'AWS est né en 2006, eh bien, assez vite, finalement, le besoin s'est fait sentir chez nos clients de disposer d'une base de données NoSQL, et progressivement, Dynamo est devenu donc DynamoDB, donc un service AWS que vous connaissez aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a un grand nombre de clients qui utilisent aujourd'hui DynamoDB, c'est un service qui est extrêmement populaire. Alors un petit exemple, la Ligue de baseball américaine utilise DynamoDB pour stocker toutes les données de tous les jeux, de tous les matchs, qui ont lieu en permanence. Et c'est énormément de trafic, hein, vous imaginez, le baseball aux États-Unis, c'est un truc clé. Et donc l'intégralité des données générées par les matchs, l'intégralité des données générées par la diffusion des matchs, tout le streaming, etc., tout ça est géré maintenant dans DynamoDB. Donc à une échelle assez importante. Un deuxième exemple, une société qui s'appelle Redfin, dont vous avez peut-être entendu parler, ils sont rentrés en bourse très récemment. Donc Redfin, c'est un site immobilier, donc qui permet à des particuliers et à des professionnels de vendre et d'acheter des biens immobiliers. Et donc Redfin utilise DynamoDB pour stocker là aussi l'intégralité des données sur les biens immobiliers et l'intégralité des données générées via le site web, les recommandations, etc. Donc c'est vraiment la base de données qui fait tourner Redfin. Et donc vous voyez, hein, on est à une échelle qui est importante en termes de stockage. On est à 5 milliards d'items dans DynamoDB, et un trafic qui est relativement important pour Redfin. Un troisième exemple, Expedia, que vous connaissez tous, j'imagine, donc le grand site de voyage. Alors Expedia utilise Dynamo pour stocker l'intégralité des résultats générés par leur plateforme d'A/B test.
Vous savez que sur les sites les gros sites web en général et les sites e-commerce en particulier, on passe son temps à tester des nouvelles fonctionnalités, à tester de nouvelles approches. Donc ce qu'on appelle des A/B tests, où on va mettre en production différentes versions d'un même feature, ou d'une même page, ou d'un même morceau de page, et puis on va mesurer l'interaction et l'engagement qui est généré par cette page ou par cette fonctionnalité. Et puis on va comparer et on va décider que la version A est mieux que la version B, et réciproquement, etc. Et donc sur un site, les sites d'Expedia, évidemment vous imaginez le volume de trafic que ça peut générer, plus de 200 millions par jour. Et donc tout ça se fait directement maintenant avec DynamoDB. Alors pour la petite histoire, Expedia avait commencé par évaluer Cassandra, autre célèbre base de données open source. Et finalement, il leur a fallu, ils ont jeté l'éponge avant même de réussir à mettre en production le service basé sur Cassandra. Ils ont jeté l'éponge et il leur a fallu à peine une journée pour déployer finalement DynamoDB, là où il leur avait fallu quasiment plus d'une semaine, ne serait-ce que pour l'installation du cluster Cassandra. Donc tout ça, pourquoi? Tout simplement parce que DynamoDB, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est complètement managé et que en un clic dans la console ou un appel d'API, on crée une table et on commence à travailler. Donc pas de plomberie, pas d'infra, pas d'installation logicielle, pas de configuration. On crée la table et on commence à bosser. Donc Expedia, très gros client de Dynamo. Et puis le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est dans le monde des jeux vidéo, une société coréenne qui s'appelle Nexon, qui utilise Dynamo comme on va dire back-end de choix pour ces jeux. Et on sait que les jeux, en particulier les jeux sur mobile, génèrent énormément de trafic, surtout en Corée où ils sont très très friands de mobile et ils ont d'excellents réseaux mobiles. Et on sait aussi que dans le monde du jeu vidéo, généralement le lancement, les premières heures, les premiers jours du lancement d'un jeu sont extrêmement critiques, et qu'on va avoir des pics de trafic phénoménaux, et qu'il faut être capable de les encaisser. Donc c'est ce qui s'est passé pour Nexon avec l'un de leurs jeux, où ils ont eu 2 millions de joueurs dès le lancement du jeu, et ils ont été capables de satisfaire ces joueurs, d'avoir une bonne expérience utilisateur, de ne pas avoir d'incident, d'avoir un bon temps de réponse, ce qui est essentiel pour les jeux, grâce à Dynamo. Et bon, j'en ai cité quelques-uns, mais on en a plein d'autres. Il y a quelques secteurs où DynamoDB est vraiment très fort, très très représenté dans le monde du mobile, j'en parlais à l'instant. Pourquoi? Parce que le mobile, c'est potentiellement des dizaines, des centaines de millions d'utilisateurs simultanés. C'est une couverture géographique importante, c'est potentiellement des pics de trafic importants. Et c'est la tendance lourde, tout devient mobile. Donc les applications mobiles doivent fonctionner, elles doivent être tout le temps disponibles, elles doivent être réactives, elles doivent être rapides, etc., etc. Donc on a beaucoup de clients mobiles qui utilisent DynamoDB. Bien sûr, on a des clients dans le monde du web, j'ai cité Expedia, mais Amazon en est un autre, et on en a évidemment plein d'autres. Les mêmes problèmes de scalabilité se produisent sur le web. Beaucoup de clients dans le monde du gaming, Supercell que vous connaissez, Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, tous ces jeux ont un succès phénoménal, des dizaines, voire plus de 100 millions de joueurs simultanément pour Supercell. Zynga, Nexon, j'en ai parlé, etc. Donc vraiment là aussi la problématique spécifique au gaming, c'est-à-dire le lancement d'un jeu avec des pics de trafic ahurissants, et il faut les encaisser. Et ensuite, peut-être le trafic va baisser, mais en tout cas les premières heures, les premiers jours sont vraiment critiques, et DynamoDB est vraiment bien adapté pour faire ça. Pas mal de clients aussi dans le monde de l'IoT, où on va devoir collecter des données souvent assez granulaires, des petits bouts de données, peu volumineuses, mais venant de dizaines de milliers, de centaines de milliers, voire de millions d'équipements. Donc là aussi, la capacité à encaisser des flux et des nombres de requêtes par seconde importants, même si le volume final de données n'est pas gigantesque. Et puis bien sûr, le monde de la pub en ligne, donc de la tech, qui là va se traduire par là aussi des nombres de requêtes par seconde phénoménaux, et une volumétrie qui est importante. On peut citer DataXu, on peut citer il y a Adroll qui n'est pas sur ce slide, mais qui a fait pas mal de présentations aussi sur son usage de DynamoDB avec vraiment
des quantités de données absolument ahurissantes. Je vous incite à aller les voir. Et là aussi, là, mais toujours la même problématique. Encaisser le trafic, avoir une latence faible, prévisible. Dans le monde de la pub, c'est important. Afficher les bannières rapidement, avoir une bonne qualité, etc. etc., etc. Alors, voilà, j'espère qu'à ce stade, vous êtes intéressés. Alors, comment est-ce qu'on s'en sert? Eh bien, on va créer une table très rapidement. On va basculer dans la console vite fait. Donc voilà la console DynamoDB. Et on pourrait le faire, évidemment, on pourrait le faire en API, hein, très vite. On ferait tout simplement, voilà, create table. On passerait 2-3 paramètres et c'est tout. Voilà, le nom de la table, les paramètres de la clé, etc. Mais bon, à chaque fois que je fais de la ligne de commande, je sais que les gens râlent parce qu'ils disent que je vais trop vite et que j'explique pas assez, alors on va le faire dans la console. Mais évidemment, c'est un appel d'API et on peut le faire en ligne de commande et programmatiquement, on le fera tout à l'heure en Java. Donc, pour créer une table, on va créer une table, tout simplement. On va l'appeler first table. Le paramètre essentiel pour la table, ça va être ce qu'on appelle la partition key. Donc, c'est la clé qui va permettre de répartir les items que vous allez écrire entre tous les nœuds de Dynamo. Okay, donc, on pourrait écrire un livre sur comment bien choisir sa clé de partitionnement. J'en dirai un mot tout à l'heure. L'essentiel étant surtout qu'elle ait ce qu'on appelle une grande cardinalité, c'est-à-dire un grand nombre de valeurs possibles. Si les deux valeurs de votre clé, c'est 0 ou 1, true, false, ou A et B, c'est pas un bon exemple. Il faut vraiment que cette clé et que l'espace des clés soit le plus grand possible afin que vous puissiez étaler vos données sur le maximum de nœuds. Donc, bon, ici, on va mettre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. On va imaginer que c'est voilà, un nombre. Et on pourrait ajouter eh bien, une clé, ce qu'on appelle la sort key, donc qui est la clé qui, elle, va conditionner le tri des éléments sur disque. Et c'est essentiel quand on veut faire, par exemple, des requêtes sur des ranges de valeurs, sur des fourchettes de valeurs, des dates, par exemple. Donc on pourrait dire, voilà. OK. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Voilà. Donc vous voyez qu'on est très loin de la définition d'une table dans SQL. Le seul paramètre, enfin finalement les deux paramètres indispensables pour créer une table, c'est un nom de table, ça paraît raisonnable, et une partition key, c'est-à-dire la clé qui va permettre de sharder, si vous voulez utiliser ce mot-là, qui va permettre d'étaler les items que vous allez écrire entre tous les nœuds de l'infrastructure DynamoDB. Okay, et optionnellement, donc une clé de tri qui va vous permettre le plus souvent de faire des requêtes sur des fourchettes de valeurs, des ranges, donc c'est souvent des dates ou en tout cas des nombres. Alors ici on utilise les default settings, donc on voit qu'on n'a pas d'index, on voit qu'on a une capacité qui est limitée à donc 5 unités de lecture et 5 unités d'écriture par seconde. Alors une unité de lecture c'est 4K par seconde, et une unité d'écriture, c'est 1K par seconde. J'espère ne pas me tromper sur ces chiffres, mais vous m'engueulerez dans le chat si je me suis trompé. Donc ça veut dire que si vous provisionnez 5 reads et 5 writes, ça veut dire qu'on peut lire à 20K par seconde et qu'on peut écrire à 5K par seconde. Okay, alors si on décoche ce truc-là, on pourrait rajouter des index secondaires, on ne va pas le faire ici, on le fera tout à l'heure dans le deuxième webinaire. On pourrait augmenter la read capacity et la write capacity. Et alors vous allez me dire, oui, bon, qu'est-ce que ça change? Alors ça change évidemment les performances de la table, et de l'application en l'occurrence, mais ça change aussi le coût. Hein, d'accord? Souvenez-vous que le coût de DynamoDB, c'est les données, le volume de données stockées et la capacité en lecture et en écriture qui est provisionné pour cette table. Alors si on excède cette capacité, eh bien vos requêtes vont être throttlées en bon français, donc elles vont être bloquées. Et d'ailleurs vous aurez un graphe dans CloudWatch qui vous montrera que certaines requêtes sont bloquées, tout simplement parce que vous excédez la capacité que vous avez provisionnée. Okay, bon, on ne va pas changer ces valeurs. Et puis l'autoscaling, voilà, on va y revenir tout à l'heure, donc je ne vais pas changer ces valeurs-là. Et je vais donc revenir sur Default Settings. Okay, donc, retenez bien, un nom de table, une clé de partitionnement, Create, voilà, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Okay, et à partir du moment où cette table va être créée, donc ça va prendre peut-être 10 ou 20 secondes, eh bien, je vais pouvoir commencer à lire et écrire des items dedans. C'est tout. Okay, donc comparez ça avec l'installation de votre base NoSQL favorite, que ce soit Mongo, Cassandra ou n'importe laquelle. Bon, vous voyez qu'on va très vite. Provisionner une table DynamoDB, ça se fait en moins de 60 secondes. Et dès qu'elle est provisionnée, on peut commencer à lire et écrire dedans. Okay, et on ne se pose aucune question sur le backup, le scaling, la haute dispo, etc. etc. Okay, voilà, vous voyez, c'est un peu, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous montrer. On utilisera une table tout à l'heure. On verra comment la créer programmatiquement. On verra comment lire et écrire des items. Mais en tout cas, pour ce qui est de créer une table, vous voyez, il y a pas beaucoup de, c'est pas très excitant et tant mieux. C'est vraiment une opération, tout ce qui est de plus simple. Ok. Voilà, donc un nom de table, enfin une colonne qui va nous servir à partitionner, et puis bon, quelques settings supplémentaires si on a envie de les positionner. Ok. Alors ici, voilà, on aurait pu faire product ID, et puis la capacité par défaut donc de 5 read et 5 write. Ok. Bon, et puis ensuite, on le fera tout à l'heure, je passe plus vite là-dessus, on va lire et écrire des items. Et vous verrez qu'ils peuvent avoir ici, on le voit par exemple, celui-ci. Bon, là, évidemment, cette clé-là est indispensable, puisque c'est celle qui permet de partitionner les items entre les nœuds. Mais vous voyez que par exemple, le Product ID 443, il n'a pas d'auteur et il n'a pas de book title. Voilà, parce que c'est un movie sans doute. Et donc on voit qu'on a finalement certaines lignes qui ont certains attributs et puis d'autres lignes qui ont d'autres attributs. Ce qui est inconcevable dans un modèle SQL, ou au minimum dans un modèle SQL, on serait obligé d'avoir une valeur nulle. On serait obligé de définir les colonnes et on serait obligé d'insérer une valeur nulle dans ces espaces-là. Ici, on n'insère même pas une valeur nulle, c'est même pas nul, c'est-à-dire il n'y a aucune valeur de author ou de book title pour cet item-là. Okay, et alors que pour le 123, eh bien, on a ces valeurs. D'accord. Alors, rentrons un peu dans les détails. Qu'est-ce que c'est qu'une table? Donc une table, ça va être, on l'a vu, c'est un nom, une clé, et puis ça va être surtout un ensemble d'items. Donc un item, c'est bien un élément qu'on va insérer dans la table. Alors on vient d'en parler à l'instant. Ces éléments, ils vont avoir un ensemble d'attributs qui peuvent être différents. Le seul attribut indispensable, c'est la partition key, vous avez compris. Et la sort key est optionnelle, on n'est pas obligé d'en rajouter une. Donc au-delà de la partition key, on peut avoir des items avec des attributs différents. Voilà. C'est vraiment la flexibilité que vous apporte le NoSQL, et DynamoDB le fait. Okay, donc la clé de partitionnement, elle est indispensable. Elle va déterminer comment les items sont étalés entre les différents nœuds de DynamoDB. Et elle va vous servir ensuite à récupérer un item. Donc lorsque vous voudrez récupérer un item précis, eh bien vous ferez un getItem, on le verra tout à l'heure, avec sa partition key et on le récupérera. Donc c'est vraiment un mécanisme d'accès clé-valeur où on donne la clé et on va récupérer l'item. Okay, donc c'est vraiment, une fois de plus, c'est le seul attribut indispensable pour un item. On peut avoir une clé donc de la sort key, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est optionnelle. Okay, elle est optionnelle sur la table, à la création de la table, et elle est optionnelle pour les attributs. L'avantage de la sort key, c'est, on l'appelle aussi souvent la range key, c'est qu'elle va vous permettre d'enrichir les requêtes. Imaginons que cette sort key soit un timestamp. Vous allez pouvoir utiliser les opérateurs traditionnels, les opérateurs logiques. Imaginons que cette sort key soit une chaîne de caractères. Vous allez pouvoir utiliser des opérateurs comme begins with ou contains, etc. Enfin, toute une série d'opérateurs qui vont vous permettre finalement de filtrer les items qui sont retournés par vos requêtes. Okay, mais elle est optionnelle, vous n'avez pas besoin de la rajouter. Donc voilà pour la table. Donc vous voyez, une table dans DynamoDB, c'est quelque chose de vraiment léger. Il n'y a pas de schéma, on fait pas tout ce qu'on fait en SQL.
Alors, deuxième notion importante, l'index local secondaire, voilà, le LSI. Donc l'index, il va vous permettre de définir une clé, une range key, donc une clé de tri alternative. Donc vous êtes obligé de garder la même partition key, mais vous pouvez définir un autre attribut comme étant une clé de tri. Donc ça c'est pratique si sur un item, reprenons l'exemple de tout à l'heure, vous avez comme sort key pour la table, vous avez choisi votre timestamp parce que le plus souvent vous allez vouloir faire des requêtes sur des fourchettes de temps. Mais de temps en temps, vous avez peut-être besoin de faire une requête, je ne sais pas, alphabétique sur le titre d'un livre ou le titre d'un... enfin bref, sur une chaîne de caractères. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir un LSI qui va utiliser une sort key différente. Okay. Voilà, donc ça c'est le cas d'utilisation classique du LSI. On peut avoir plusieurs LSI, on peut avoir jusqu'à 5 par table, si je ne m'abuse. On peut inclure dans l'index tout ou partie des attributs de la table. Okay. Alors vous allez me dire pourquoi on ne met pas tout? Tout simplement parce que plus on en met, plus on consomme de capacité lorsqu'on lit et qu'on écrit. Et pour certaines requêtes, peut-être qu'on a envie de minimiser la quantité de données qui sont lues. Donc on va ne mettre, par exemple, imaginons cet index-là, hein, le premier. On a juste, quand on fait une requête avec la clé A3, en plus, on a juste besoin de A2. Donc on ne met pas à 4 et à 5. Comme ça, on va économiser de la capacité de lecture sur la table. Okay. Alors, les contraintes du LSI, vous l'avez compris, hein, on est obligé de garder la même clé de partitionnement. Okay. Et donc par conséquent, le LSI il est associé à une partition. Sachant que la taille maximum d'une partition DynamoDB, c'est 10 gigas. Ce qui veut dire clairement que pour une clé donnée, une valeur de clé donnée, on ne peut pas avoir plus de 10 gigas de données. Okay. Donc ça, c'est un des points à prendre en compte. Donc il faut, si vous avez des tables qui sont énormes et que potentiellement certains items, donc certaines valeurs de la clé de partitionnement sont associées à plus de 10 gigas d'items, vous ne pourrez pas utiliser de LSI. C'est une des restrictions. L'avantage du LSI, c'est que sa mise à jour est fortement consistante. Donc lorsque vous écrivez dans une table, l'index, le ou les LSI associés sont mis à jour de manière fortement consistante. Okay, donc là, il n'y a aucun problème de cohérence entre une table et les LSI. Okay. Alors, deuxième choix, l'index global, donc ce qu'on appelle le JSI. Alors le JSI, lui, il va vous permettre de définir des clés de partitionnement différentes. Okay. Alors vous pouvez réutiliser la même, il n'y a rien qui l'interdit, mais vous pouvez en utiliser une autre. Donc là, l'idée, c'est de dire, j'ai besoin, 90% du temps, je fais mes getItem en utilisant cette clé-là, mais de temps en temps, j'ai besoin de faire un getItem sur un autre champ. Et je veux le faire avec une latence faible, et donc je vais créer un index global, finalement, qui est un redécoupage, un repartitionnement de mes données sur la base d'une autre clé. Okay. On peut, de manière optionnelle, avoir là aussi une sorting key, une range key, okay, qui peut être n'importe quoi, ce qu'on veut, ou pas. Et comme tout à l'heure, on peut choisir d'inclure ou pas les autres attributs de l'item. Okay. Alors la différence, donc, vous voyez, entre le LSI et le JSI, c'est dans le LSI, on est obligé de garder la même clé de partitionnement. Dans le JSI, on peut utiliser une clé différente. Donc on peut faire des get sur des clés différentes à faible latence. Deuxième différence, le JSI va avoir ses propres valeurs de read capacity et de write capacity. Là où pour le LSI, finalement la table et le LSI partagent la capacité en lecture, en écriture, le JSI va avoir sa propre capacité. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une table avec des valeurs importantes de read et write, et puis d'avoir sur un JSI que vous utilisez de manière très épisodique,
à faible charge, eh bien vous pouvez avoir des valeurs de read et write beaucoup plus faibles et donc économiser de l'argent. Ok. Donc voilà dans les grandes lignes la définition de ce que c'est qu'un LSI et un GSI. Alors, une autre différence importante du GSI, c'est que évidemment il faut le mettre à jour. Donc j'ai dit tout à l'heure, le LSI il est mis à jour de manière fortement consistante, donc pas de problème de cohérence. Pour les GSI c'est différent. Lorsqu'on va écrire dans une table, donc on va faire une update, on va avoir une réponse tout de suite, donc rapide, single digit, latency, et ensuite les GSI vont être mis à jour de manière asynchrone. Donc là, on n'a pas de cohérence forte, on va avoir de l'eventual consistency. Ok. Donc ça, c'est un point important à retenir. Si votre application a absolument besoin de cohérence forte entre la table et les index, il faut que vous utilisiez des index locaux. Si vous n'en avez pas besoin, dans la majorité des cas, il vaudra mieux utiliser des index globaux qui sont beaucoup plus flexibles. Donc en résumé, si vous avez absolument besoin de consistance forte entre la table et ses index, vous devez utiliser un index local. Ceci étant dit, dans l'immense majorité des cas, on n'a pas ce problème-là. Le GSI est beaucoup plus adapté et il est plus flexible. Donc c'est ce que la majorité des clients utilisent. Qu'est-ce que ça veut dire plus flexible? Ça veut dire qu'on peut le créer quand on veut. Un GSI, on peut le créer, l'effacer à n'importe quel moment du cycle de vie de la table. Là où un LSI ne peut être créé que à la création de la table. Et sauf erreur de ma part, il ne peut pas être effacé, sauf si la table est effacée. Sur un GSI, on peut avoir une clé de partitionnement différente. Donc on a une capacité à requêter ces données de manière très performante en utilisant d'autres attributs que la clé de partitionnement de la table. Et puis on a une capacité de lecture et d'écriture qui est dédiée, qui est séparée de celle de la table. Donc ça vous permet d'optimiser vos coûts et de vos performances en fonction des types de requêtes que vous faites. Peut-être que vous voulez beaucoup de performance en écriture sur la table principale, donc beaucoup de write capacity, et peut-être que vous voulez une performance beaucoup plus faible sur votre index global parce que vous en servez moins souvent. Vous pouvez régler comme ça les différents paramètres. Okay. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez un item, une valeur de la partition key qui génère plus de 10 gigas de données, d'accord, donc pour une valeur de la partition key, vous avez plus de 10 gigas d'items au total, vous ne pouvez pas utiliser un LSI, vous devez utiliser un GSI. Okay. Bon, c'est des cas un peu extrêmes, mais voilà, il faut les connaître. Ok, donc on va revenir sur ces notions d'index tout à l'heure lorsqu'on regardera le code, mais voilà, et ça s'éclairera quand vous verrez comment on s'en sert. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Alors, je voulais vous parler rapidement de quelques features assez excitants qui sont sortis récemment. Donc le time to live qui est sorti au mois de février, je crois. Donc le time to live, c'est tout simplement la capacité à faire expirer des items dans vos tables. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc il y a une opération delete, évidemment, on peut faire un delete item, mais bon, c'est pas très pratique, ça nécessite que l'application le fasse de manière explicite. Donc avec le TTL, l'idée c'est de définir un attribut qui va contenir donc un timestamp, donc un nombre de secondes depuis l'époque, donc le 1er janvier 70. Et lorsque cette valeur va être atteinte, eh bien DynamoDB automatiquement va effacer l'item. Okay, donc vous pourriez dire, voilà, moi je définis donc cette colonne, vous voyez l'exemple qui est là, hein, une colonne, enfin un attribut expiry, donc qui va être écrit à la date de création de l'item plus 24 heures par exemple, et donc 24 heures plus tard, DynamoDB va voir que l'heure courante a dépassé la valeur qui est écrite dans cet attribut, et donc va effacer automatiquement l'item. Ok. Voilà, donc c'est tout simple, ça ressemble tout à fait au TTL qu'on peut mettre si vous êtes familier des caches, même cache, etc. C'est vraiment exactement la même idée. Donc vous définissez simplement un attribut, vous écrivez dans cet attribut pour chaque item le timestamp auquel l'item doit expirer, et DynamoDB l'expirera automatiquement. Alors, petit exemple rigolo, on a un client qui s'appelle Tune, qui est une société américaine qui fait du marketing mobile. Et donc, ils ont implémenté ce TTL. Et donc, ils ont purgé automatiquement 85 Tera de données. Ah oui, parce que
on a tendance à empiler beaucoup de choses dans DynamoDB et vous l'avez vu tout à l'heure, on paye quand même un peu au stockage. Et donc, grâce à ce mécanisme, ils ont fait un ménage rapide et automatique dans leur table. Et ce qui a un avantage immédiat qui est de faire de grosses économies, hein, plus de 200 000 $ dans leur cas par an. Et puis surtout, de décharger l'application de la purge des vieux items, qui est toujours quelque chose de compliqué et d'énervant. Et si on peut l'automatiser, c'est parfait. Alors, deuxième feature, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, l'autoscaling. Donc vous connaissez sûrement l'autoscaling dans EC2. Eh bien, c'est vraiment le même principe. Vous avez vu la fenêtre tout à l'heure. Donc on peut définir des seuils d'utilisation. Donc à partir du moment où ici on a consommé plus de 50% de la capacité de lecture et plus de 50% de la capacité d'écriture, pardon. Les deux réglages sont indépendants. Eh bien, on va augmenter la capacité en lecture ou la capacité en écriture. Et vous voyez qu'on a la possibilité d'appliquer les mêmes réglages pour les index secondaires. Hein, souvenez-vous, ils ont leur propre capacité en lecture et en écriture. Donc on définit, un peu comme dans l'autoscaling EC2, on définit un min, on définit un max. Et donc une fois qu'on a activé ce mécanisme, à chaque fois que le seuil est dépassé, DynamoDB automatiquement va provisionner davantage de capacité en lecture ou en écriture jusqu'au maximum que vous aurez défini. Et puis bien sûr, de manière symétrique, lorsque la charge baissera et que l'utilisation de la capacité de lecture ou d'écriture diminue, eh bien on fera diminuer de manière similaire les valeurs provisionnées. Okay, donc voilà un petit exemple. Il y a un exemple réel où donc sur la courbe bleue on voit le trafic, en fait on voit la consommation de read capacity. Donc vous voyez que soudainement, un peu après 20 heures, là, on a un pic extrêmement important de lecture. Donc il est probable que pendant quelques minutes, on ait du throttling, qu'on ait des requêtes qui échouent parce que le pic est réellement très brutal. Mais vous voyez qu'assez vite, DynamoDB réagit, augmente la capacité provisionnée pour encaisser le pic. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la décrue du trafic, eh bien, la capacité est à nouveau ajustée à la baisse. Donc voilà, c'est vraiment le même principe que l'autoscaling de C2. Voilà, la différence étant que dans EC2, il fallait définir des alarmes, définir des scaling policies, etc. Il y avait un petit peu de travail quand même à faire. Ici, tout ce que vous définissez, c'est à partir de quel seuil d'utilisation de votre capacité de lecture ou d'écriture vous voulez commencer à scaler et quel est le min et quel est le max de capacité que vous êtes prêt à provisionner, tout simplement. Donc un chouette feature. Troisième feature dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le fameux DAX, donc le DynamoDB Accelerator. Alors ça, c'est un problème que vous avez tous sûrement eu sur les bases de données. Pour décharger les bases en lecture, voire en écriture, mais c'est plus compliqué. On a envie d'y mettre du cache. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas forcément de bonne solution pour le faire avec Dynamo. Il fallait que l'application elle-même gère cette lecture ou cette écriture en Y depuis Dynamo et depuis le cache. Mais maintenant avec DAX, ce problème est réglé, puisque on peut très simplement, en un clic, créer un cluster DAX. Vous pouvez choisir le nombre de nœuds, vous pouvez choisir la taille des nœuds. Hein, c'est un petit peu comme dans Elasticache, si vous connaissez ce service. Et finalement, avec à peu près une seule ligne ou deux lignes de modification dans votre code, eh bien, vous allez, au lieu d'attaquer directement votre table Dynamo, au lieu de faire du put et du get, vous allez attaquer le cluster de cache. Et automatiquement, il va se peupler et donc en lecture et répercuter en écriture les requêtes que vous faites sur la table. Donc c'est vraiment, là j'ai pas le temps de vous le montrer, aujourd'hui, on fera peut-être ça une autre fois, mais c'est vraiment hyper simple. Et il y a un exemple de code dans la documentation de Dynamo, un petit exemple de 5 ou 6 lignes, qui vous montre quel est l'appel, comment interposer finalement un cluster DAX entre votre application et vos tables. Il y a vraiment 2 lignes de code. Très simplement, vous récupérez une référence
sur un client DAX au lieu de récupérer une référence sur un client Dynamo, et c'est à peu près tout. Et après, vous faites les mêmes appels d'API. Donc c'est complètement transparent, si ce n'est pour l'initialisation du client. Vraiment super. Et donc on arrive maintenant à des performances qui sont de l'ordre de la microseconde en lecture, là où on était en millisecondes sur DynamoDB, donc une accélération vraiment phénoménale pour les applications. Bon, et bien sûr, j'ai envie de dire comme d'habitude, on a la haute disponibilité, on a la capacité à scaler les clusters, on a la sécurité, etc. etc. Donc voilà, on va retrouver tout ce dont on était assez familier dans Elasticache et dans les autres services managés. Donc si vous avez ce genre de souci, d'intégrer du cache devant votre base NoSQL pour en accélérer encore, en particulier les accès en lecture, vraiment jetez un œil à Dax. Je pense que c'est un service qui vous plaira. Il a été lancé en juin, si je ne me trompe pas. Voilà, et donc on descend à la microseconde. Et puis, dernier service, alors lui qui a été lancé, je crois, il n'y a même pas une semaine, qui était disponible en preview, mais qui est globalement disponible depuis moins d'une semaine. Ce sont donc les endpoints DynamoDB. Donc c'est un mécanisme qui existait déjà pour S3, et donc je vous rappelle le principe. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, si des instances EC2, par exemple, qui tournent dans un VPC veulent accéder à DynamoDB, elles vont appeler les endpoints publics de DynamoDB, et donc elles vont devoir passer par Internet. Donc ça veut dire potentiellement rencontrer tous les problèmes que vous avez sur l'Internet public. Ça peut être des problèmes de latence, ça peut être des problèmes de sécurité, etc. etc. Et donc, grâce à ce mécanisme, on est maintenant capable de créer donc un endpoint qui va être un point de connexion vers DynamoDB, à l'intérieur de votre VPC. Donc maintenant, le trafic entre vos instances C2 et Dynamo ne sort plus par Internet, mais reste à l'intérieur de votre VPC et à l'intérieur de l'infrastructure d'AWS. Donc voilà, a priori, mieux pour les performances, mieux pour la sécurité. C'est un mécanisme qui existait déjà pour S3. Si vous connaissez les endpoints pour S3, c'est exactement la même idée. C'est la capacité depuis un VPC, y compris un VPC privé, un VPC qui n'a pas d'Internet Gateway, la capacité à accéder à donc S3 et maintenant DynamoDB. En plus, on peut appliquer une policy IAM sur le endpoint, donc on peut restreindre les accès, on peut interdire à tel subnet ou telle instance ou telle, que sais-je, d'accéder à telle ou telle ressource Dynamo. Donc on peut finalement durcir encore la sécurité en autorisant ou en interdisant certaines actions sur Dynamo. On pourrait dire, non, on a le droit que de faire du get item et pas du put item. On pourrait restreindre les tables, etc., etc. Donc, ce qu'on pouvait finalement pas faire avant avec Dynamo. Voilà, donc plus de contrôle, plus de sécurité, la capacité pour des instances qui sont dans des subnets privés ou des subnets n'ayant pas d'Internet Gateway à accéder à Dynamo, et puis a priori des performances améliorées puisqu'on passe plus du tout par la partie publique. Voilà, donc si on résume un petit peu beaucoup de choses aujourd'hui sur DynamoDB, on a vraiment fait que gratter la surface. DynamoDB, les principaux avantages sont la scalabilité. On était déjà sur une base distribuée, mais avec DAX, on arrive vraiment maintenant à des perfs, des lectures à la microseconde, des millions, du multimillion de lectures par seconde avec un cluster DAX. Des performances stables, single digit latency, et rapide, toujours plus rapide grâce à DAX. De la sécurité, tout ce que vous connaissez sur les services managés, les certifications, les VPC endpoints, etc., etc. La haute disponibilité, les données sont stockées sur SSD, répliquées entre 3 zones de disponibilité, et pour un design à plus de 99,99 de taux de dispo. Voilà, plein de mécanismes de gestion de la base. Finalement, vous êtes déchargé d'à peu près tout. Vous avez le TTL pour purger les données. Voilà, il y a plein d'autres features, donc j'ai pas le temps de parler. Et puis surtout, le paiement à l'usage, la capacité à faire évoluer
les capacités en lecture, en écriture, l'autoscaling, etc., etc. Et puis la capacité, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, à intégrer Dynamo avec le reste de l'écosystème AWS. Vous pouvez, via un mécanisme qu'on appelle les DynamoDB Streams, qui sont l'équivalent des triggers dans DynamoDB, vous pouvez invoquer des fonctions lambda, vous pouvez faire tout un tas d'opérations, mais voilà, ça sera sûrement un beau sujet pour un prochain webinaire. Okay, mais voilà, sachez qu'il est très facile d'intégrer Lambda à Dynamo. Hein. Le mot-clé, c'est DynamoDB Streams. Quelques ressources supplémentaires. Alors, Dynamo, c'est vraiment un service qui est particulièrement riche et parfois un peu compliqué. Il y a une autre présentation plus poussée que je vous conseille de regarder ou de lire, puisque je n'ai pas trouvé de vidéo, j'ai trouvé que les slides pour celle-ci. Qui est vraiment un deep dive qui se concentre en particulier sur les problèmes de partitionnement, de choix de clés, voilà, LSI, GSI, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces points-là, je vous conseille fortement donc, ce deep dive sur Dynamo. Bien sûr, comme d'habitude, le blog AWS, qui contient régulièrement de nouveaux articles sur Dynamo. Sur le blog Database, on trouve aussi pas mal de choses. Puis de manière générale, si vous voulez en savoir un peu plus sur les différents back-ends qui sont disponibles, voilà, en l'occurrence pour les applications écrites en Java, mais cette présentation est valable aussi pour évidemment les autres langages. Je vous renvoie sur cette vidéo YouTube d'une conférence que j'ai faite il y a quelques mois, où je fais une comparaison de RDS, DynamoDB, Athena, Aurora, etc. etc. Hive aussi, me semble-t-il. Donc si vous êtes un peu sceptique sur quel est le bon choix pour vous, allez voir cette présentation-là avec des démos, vous verrez comment choisir le bon back-end. Okay, voilà, j'en ai fini pour cette introduction un peu poussée sur DynamoDB. On fait une petite pause de 15 secondes, 30 secondes pour reconfigurer la présentation et on enchaîne tout de suite donc sur le code. Donc là, on va plonger directement dans Java, dans l'API Java de DynamoDB. Et je vais vous montrer comment effectuer les principales opérations. Et je répondrai à vos questions. Voilà, merci beaucoup. Restez connectés, prenez un petit café et rendez-vous dans 1 minute. Merci.